Moussa a grandi dans un quartier pauvre où la vie est dure. Sa mère, Maman Fanta, est une femme forte, belle et ronde, qui vend de l'eau glacée dans les rues chaudes pour payer ses études. Elle ne sait ni lire ni écrire, mais elle aime son fils plus que tout. Chaque jour, elle se lève tôt, porte une bassine sur la tête et marche longtemps pour gagner un peu d'argent. Elle dit souvent à Moussa, « Toi, tu es mon avenir. Moi, je vends l'eau, mais toi, tu iras loin. » Leur maison est petite, faite de terre, mais pleine d'amour. Pourtant, tout va changer. Cette histoire raconte comment Moussa, un garçon gentil, va rêver de richesse, rencontrer un homme mystérieux nommé Monsieur Damba, et faire une erreur terrible sans le savoir, sacrifier sa propre mère. De la pauvreté à la richesse, puis à la chute, Moussa va apprendre une leçon dure sur ce qui compte vraiment dans la vie. Suivez son chemin, entre espoir, trahison et regret, pour découvrir ce qu'il va perdre et ce qu'il va comprendre trop tard. Moussa vit dans un quartier où tout le monde se connaît. Les rues sont pleines de poussière rouge, les maisons sont simples, et les gens travaillent dur pour survivre. Mais il y a une personne qui sort du lot, Monsieur Damba. Cet homme est différent. Il porte des costumes chers, ses chaussures brillent, et il roule dans des voitures noires aux vitres sombres. Sa maison est grande, avec des murs blancs et un portail en fer. Personne ne sait comment il a autant d'argent. Il ne vend rien, il ne travaille pas comme les autres, pourtant il a tout, des bijoux, des téléphones dernier cri, et même des gens qui le saluent avec respect. Parfois, on entend parler de fêtes qu'il organise la nuit, mais c'est secret, et personne n'ose poser trop de questions. Moussa, lui, est fasciné. Il a grandi avec peu, un short usé, des sandales trouées, et les rêves de sa mère. Mais en voyant Monsieur Damba, il commence à se poser des questions. Pourquoi lui, il a tout? Pourquoi moi, je n'ai rien? Chaque fois que la voiture de Damba passe, il s'arrête pour regarder, les yeux brillants. Il imagine porter les mêmes vêtements, conduire la même voiture, être admiré comme lui. Ce n'est plus juste un homme pour Moussa, c'est un rêve. Il se dit, si lui peut être riche, moi aussi, je peux. Petit à petit, cette idée grandit dans sa tête. Il commence à trouver sa vie injuste. Sa mère travaille dur, mais il reste pauvre. Il veut plus, beaucoup plus. Monsieur Damba devient comme une étoile qu'il veut attraper. Il ne sait pas encore que ce rêve va le pousser vers quelque chose de sombre. Il ne voit pas le danger derrière les costumes bien taillés et le sourire froid de cet homme. Pour l'instant, il est juste un garçon qui regarde de loin, avec envie. Il passe des heures à imaginer une vie où il ne manque de rien, où sa mère n'a plus à porter sa bassine sous le soleil. Mais cette fascination n'est pas innocente. Elle plante une graine dans son cœur, une graine qui va pousser et tout changer. Moussa ne se doute pas que vouloir être comme Monsieur Damba a un prix qu'il ne pourra jamais imaginer. Il pense que la richesse, c'est la solution à tout. Il ne sait pas que ce chemin va le mener à perdre ce qu'il a de plus précieux. Pour l'instant, il regarde, il rêve, et il attend son moment. Le quartier continue de vivre autour de lui, les enfants jouent, les femmes crient pour vendre leurs fruits, et Maman Fanta rentre chaque soir, fatiguée mais souriante. Moussa, lui, a les yeux fixés sur autre chose, sur un mirage qui brille trop fort pour être vrai. Moussa travaille dur à l'école. Sa mère, Maman Fanta, se prive de tout pour payer ses cahiers, ses stylos, et ses frais. Elle marche des heures sous le soleil, sa bassine d'eau sur la tête, et économise chaque pièce pour lui. Quand il finit l'université, c'est un grand jour. Il porte une toge noire, un chapeau carré sur la tête, et son diplôme dans les mains. Maman Fanta pleure de joie. Elle dit à tout le monde, « Mon fils, il est instruit maintenant. Il va réussir. » Moussa aussi est fier. Il pense que tout va changer, qu'il va trouver un bon travail et sortir sa mère de la misère. Mais les mois passent, et rien ne vient. Il va voir des entreprises, il envoie des lettres, il attend des réponses. Chaque fois, c'est pareil, on n'a pas de place, revenez plus tard. Les portes se ferment, et son diplôme reste dans un coin, inutile.
Pendant ce temps, il voit sa mère continuer à travailler. Elle part tôt le matin, revient tard, le visage fatigué, les mains abîmées. Elle tousse parfois, mais elle ne se plaint jamais. Elle lui dit toujours, « Patience, mon fils, ton tour viendra. » Mais Moussa n'a plus de patience. Un jour, il explose. Il rentre chez eux, voit sa mère assise sur une chaise en plastique, les pieds gonflés. Elle lui sourit, mais il ne peut plus supporter ça. Il crie, « À quoi ça sert que j'ai étudié? Regarde-nous. On est toujours pauvres. Ton eau glacée, ça ne change rien. » Sa voix tremble, ses yeux sont pleins de colère. Maman Fanta baisse la tête, blessée, mais elle ne répond pas. Elle veut le calmer, mais Moussa est trop frustré. Il tape du poing sur la table et sort en claquant la porte. Dehors, il marche dans les rues, la tête en feu. Il pense à son diplôme, à tous ses efforts, à sa mère qui se tue pour lui. Il se sent trahi. Pourquoi je n'ai rien, alors que j'ai tout fait comme il faut? Il commence à détester sa vie, à rejeter cet amour qu'il trouvait si fort avant. Pour lui, les sacrifices de sa mère ne servent plus à rien. Il veut autre chose, une solution rapide, une porte de sortie. Cette colère le change. Avant, il était reconnaissant, même dans la pauvreté. Maintenant, il est amer. Il regarde les autres, ceux qui ont des motos, des maisons, et il se dit, pourquoi pas moi? Il ne voit plus l'amour de sa mère comme un trésor, mais comme une chaîne qui le retient. Il ne sait pas encore que cette frustration va le pousser vers un choix terrible. Pour l'instant, il marche seul, les poings serrés, rêvant d'un moyen de tout changer, sans comprendre que ce moyen aura un prix qu'il ne pourra pas payer. Moussa est perdu dans ses pensées sombres. Il traîne souvent dans le quartier, les mains dans les poches, le regard dur. Il ne parle plus beaucoup à sa mère, trop occupé à ressasser sa colère. C'est là que Monsieur d'en bas entre dans sa vie. Cet homme mystérieux l'observe depuis longtemps. Il sait que Moussa est intelligent, ambitieux, mais surtout désespéré. Un soir, alors que le soleil se couche et que les rues se vident, d'en bas s'approche. Il est habillé comme toujours, costume noir, lunettes fumées, une allure qui impose le silence. Il s'arrête devant Moussa et lui parle d'une voix calme, « J'ai vu ton potentiel, petit. Tu es différent des autres ici. Tu veux changer ta vie, non ?» Moussa le regarde, surpris. Personne ne lui a jamais parlé comme ça. D'en bas continue, « Tu es instruit, tu as du courage. Mais tu es coincé. Moi, je peux t'aider. » Moussa sent son cœur battre plus vite. Il demande, « Comment ?» D'en bas sourit, un sourire qui ne réchauffe pas, « Viens un soir avec moi. Je vais te montrer une porte vers une autre vie. » Mais attention, ce n'est pas gratuit. Moussa fronce les sourcils. Pas gratuit? Ça veut dire quoi? D'en bas reste vague, tout a un prix, petit. Si tu veux vraiment réussir, tu dois être prêt à donner quelque chose. Il pose une main sur son épaule, et Moussa sent un frisson. Il ne sait pas pourquoi, mais il se sent attiré. Cet homme représente tout ce qu'il veut, la richesse, le pouvoir, une vie sans bassine d'eau glacée. Il hésite un instant, mais sa frustration prend le dessus. D'accord, dit-il. D'en bas hoche la tête et lui donne rendez-vous, demain soir, à la sortie du quartier. Ne parle à personne. En rentrant chez lui, Moussa est partagé. Une partie de lui est excitée, et si c'était sa chance? L'autre partie a peur. Il ne connaît pas d'en bas, et ses mots sont flous. Mais il pense à sa mère, à leur maison en terre, à son diplôme inutile. Il se dit, je n'ai rien à perdre. Cette nuit-là, il dort mal. Il entend sa mère tousser dans la pièce d'accent grave côté, mais il ne va pas la voir. Il est trop concentré sur ce rendez-vous. Le lendemain, il attend à l'endroit prévu. La voiture noire de d'en bas arrive, silencieuse. Moussa monte, le cœur battant. D'en bas ne dit rien, il conduit. Les rues familières disparaissent, et il s'enfonce dans la nuit.
Moussa ne sait pas où il va, mais il sent que quelque chose d'important va se passer. Il ignore encore que cette « porte » dont parle Damba n'est pas une sortie, mais un piège. Pour l'instant, il est juste un jeune homme qui veut échapper à sa vie, prêt à suivre un inconnu pour un rêve qu'il ne comprend pas encore. La voiture s'arrête devant une grande maison isolée, loin du quartier. Il fait nuit noire, pas de bruit, juste le vent qui souffle doucement. Moussa suit Monsieur Damba à l'intérieur. La maison est étrange, des murs nus, des bougies allumées partout, une odeur bizarre dans l'air. Il y a d'autres hommes, habillés en robes sombres, le visage caché sous des capuches. Moussa sent son cœur cogner dans sa poitrine, mais il ne dit rien. Damba lui fait signe de s'asseoir sur une chaise au centre. Un homme parle, la voix grave, « Tu veux une nouvelle vie, hein? Ici, on peut te la donner. Mais il faut prouver que tu es sérieux. » Moussa hoche la tête, même s'il ne comprend pas tout. On lui tend un morceau de papier jauni et un stylo. Écris le nom d'une personne que tu aimes. C'est un test, un sacrifice symbolique. Ça montre ta foi. Moussa regarde le papier, hésite. Il demande, symbolique, ça veut dire quoi? L'homme répond, juste un geste. Rien de grave. Moussa pense à sa mère, maman Fanta. C'est elle qu'il aime le plus au monde, même s'il est fâché ces temps-ci. Il sourit un peu et écrit son nom, Fanta. Puis il plaisante, c'est elle qui a toujours été là pour moi, hein, les hommes ne rient pas. Ils prennent le papier, le plient, et le posent sur une table avec une bougie. Damba le regarde fixement et dit, bien. C'est fait. Moussa se sent bizarre, comme si l'air était plus lourd. Il demande, et maintenant? On lui répond, rentre chez toi. Tu verras bientôt. En sortant, il est troublé. Il pensait qu'il devrait faire plus, travailler ou payer quelque chose. Écrire un nom, ça semble trop simple. Dans la voiture, Damba reste silencieux. Moussa essaie de parler, c'était quoi, ça? Damba répond froidement, patience. Tu as fait ce qu'il fallait. Arrivé au quartier, Moussa descend, la tête pleine de questions. Il ne sait pas quoi penser. Une partie de lui trouve ça ridicule, une autre est curieuse. Cette nuit-là, il dort mal. Il voit sa mère dans un coin de la maison, en train de ranger ses sachets d'eau. Elle lui sourit, mais il ne va pas lui parler. Il pense à ce rituel, au papier, au nom qu'il a écrit. Il se dit, c'est juste un jeu, non? Mais au fond, il a un mauvais pressentiment. Il ignore que ce test n'a rien de symbolique. Il vient de donner sa mère à quelque chose de sombre, sans même s'en rendre compte. Pour l'instant, il attend, naïf, croyant qu'il va bientôt avoir une vie meilleure. La vérité est loin, mais elle approche, rapide et cruelle. 3 jours passent après le rituel. Moussa est inquiet. Rien n'a changé dans sa vie, et il commence à douter. Il se dit, c'était peut-être une blague. Il va voir sa mère tous les jours, mais il reste distant. Elle continue son travail, comme toujours. Ce matin-là, elle part avec sa bassine, un foulard sur la tête, un sourire fatigué. Moussa la regarde s'éloigner sans rien dire. Il reste à la maison, pensant encore à Monsieur Damba et à ses promesses. Puis, un cri résonne dans le quartier. Moussa sort en courant. Les voisins sont rassemblés dans la rue, autour d'un corps. C'est maman Fanta. Elle est allongée par terre, immobile, sa bassine renversée, l'eau qui coule dans la poussière. Quelqu'un hurle, elle est tombée d'un coup. Moussa pousse tout le monde, s'agenouille près d'elle. Ses yeux sont fermés, son visage calme, mais elle ne respire plus. Il crie, « Maman! Réveille-toi !» Il la secoue, pleure, mais rien. Un vieux du quartier dit, « C'est fini, petit. » On l'emmène à l'hôpital, mais les docteurs ne comprennent pas une crise soudaine, disent-ils. Son cœur a lâché, mais on ne sait pas pourquoi. Moussa est perdu. Il hurle, tape les murs, refuse de croire qu'elle est partie. Elle était fatiguée, oui,
mais en vie hier encore. Les voisins pleurent avec lui, disent des prières. L'enterrement a lieu vite, comme dans les traditions. Moussa jette de la terre sur le cercueil, les larmes coulent, mais il ne parle pas. Il se sent vide. Le lendemain, alors qu'il est assis seul chez lui, son téléphone sonne. Une voix qu'il ne connaît pas dit « Félicitations. Ta nouvelle vie commence ». Puis ça raccroche. Moussa fixe l'appareil, troublé. Il ne comprend pas. Qui appelle? Pourquoi maintenant? Il pense à sa mère, à sa mort brutale, et un frisson le traverse. Mais il est trop triste pour réfléchir. Il se dit, c'est une coïncidence. Il ne voit pas encore le lien avec le rituel, avec le nom qu'il a écrit. Les heures passent, il reste là, à regarder les affaires de sa mère, sa bassine, ses pagnes, un petit bracelet qu'elle portait. Il pleure encore, se sent coupable de ne pas lui avoir parlé ces derniers jours. Il murmure, « Pardon, maman. » Mais quelque chose dans l'air semble lourd, comme si une ombre le surveillait. Il ne sait pas que sa douleur n'est que le début, que ce qu'il a fait dans cette maison isolée a un prix, et que ce prix vient d'être payé. Pour l'instant, il est juste un fils qui a perdu sa mère, sans imaginer qu'il en est la cause. Quelques jours après l'enterrement, tout change pour Moussa. Il est encore en deuil, assis dans leur petite maison vide, quand quelqu'un frappe. Un homme en costume lui tend une enveloppe pleine d'argent, sans rien dire, et part. Moussa compte, des millions, plus qu'il n'en a jamais vu. Le lendemain, une voiture arrive devant chez lui, neuve, brillante, avec les clés sur le siège. Puis des vêtements de luxe, des chemises, des chaussures, livrés sans explication. En une semaine, il a un appartement en ville, grand, avec des meubles modernes. Le quartier est sous le choc. Les gens murmurent, « Moussa, le fils de Fanta, il est riche maintenant. » Certains viennent le féliciter, d'autres le regardent avec envie ou méfiance. Les enfants courent autour de sa voiture, les femmes lui sourient. Il met des lunettes noires, porte des costumes, et marche la tête haute. On dirait un autre homme. Mais au fond de lui, quelque chose ne va pas. Il devrait être heureux, non? Il a tout ce qu'il voulait. Pourtant, il se sent vide. La nuit, il ne dort pas bien. Il ferme les yeux, mais il voit le visage de sa mère. Il entend sa voix, « Tu es mon avenir ». Il se réveille en sursaut, le cœur lourd. Il regarde ses nouveaux habits, sa voiture dehors, et se demande, d'où ça vient, tout ça. Il pense à l'appel bizarre, à Monsieur d'en bas, mais il chasse ses idées. Il se dit, j'ai de la chance, c'est tout. Il essaie de profiter. Il va au restaurant, achète des choses inutiles, invite des amis. Tout le monde l'admire, mais lui, il sourit sans joie. Plus les jours passent, plus ce vide grandit. Il s'assoit seul dans son grand appartement, les lumières allumées, et il entend le silence. Avant, il y avait la voix de sa mère, ses rires, ses conseils. Maintenant, il n'y a rien. Il commence à avoir peur, sans savoir pourquoi. Il se regarde dans le miroir et ne se reconnaît pas, c'est moi, ça. Ses nouveaux amis lui disent, tu as réussi, sois content. Mais il ne l'est pas. Il essaie de se souvenir des derniers mots de sa mère, mais il ne peut pas. Il était trop fâché, trop loin d'elle. Maintenant, il a tout l'argent du monde, mais il donnerait tout pour l'entendre encore une fois. Ce sentiment le ronge. Il ne sait pas encore que cette richesse a un prix qu'il a déjà payé sans le comprendre. Pour l'instant, il vit dans ce luxe étrange, entouré de choses qui brillent, mais avec un cœur qui s'éteint doucement. Moussa ne trouve plus le sommeil. Chaque nuit, c'est pareil, il ferme les yeux, et sa mère apparaît. Elle est là, dans ses rêves, avec son pagne coloré et ses yeux tristes. Elle pleure et lui dit, « Tu m'as livré, Moussa. Je voulais ton avenir, pas ma mort. » Il se réveille en criant, trempé de sueur, le cœur qui bat fort. Il allume la lumière, regarde autour de lui, mais il est seul dans son grand appartement. Il se dit, « Je deviens fou. »
Ses cauchemars ne le laissent pas en paix. Au début, il pense que c'est la tristesse, le manque de sa mère. Mais ça devient pire. Elle revient chaque nuit, toujours avec les mêmes mots. Il commence à avoir peur de dormir. Il laisse la télé allumée, boit du café, mais rien n'y fait. Ses yeux sont rouges, ses mains tremblent. Il se demande, pourquoi elle dit ça? Je ne lui ai rien fait. Pourtant, un doute s'installe. Il repense au rituel, au nom qu'il a écrit, à l'appel étrange après sa mort. Un jour, il va chez Monsieur Damba. Il veut des réponses. Damba est dans son salon, calme, un verre à la main. Moussa demande, c'est quoi, cette richesse? D'où elle vient? Damba sourit, froid comme toujours, et dit, tu as eu ce que tu voulais, non? Ne pose pas trop de questions. Moussa insiste, énervé. Il fouille un tiroir pendant que Damba est sorti un instant. Là, il trouve un carnet noir. Il l'ouvre, les mains tremblantes. Des noms, des pages entières de noms. Et puis le sien, Moussa. Offrande, Fanta, mère. Les mots sont écrits en rouge, comme du sang. Il lâche le carnet, ses jambes ne le tiennent plus. Il comprend tout d'un coup. Le rituel, le papier, la mort de sa mère, la richesse. Ce n'était pas un test, c'était réel. Il a sacrifié sa mère sans le savoir. Il crie, non. Non. Il revoit son sourire, sa bassine, ses efforts pour lui. Et lui, il l'a livré à ces hommes sombres. Il tombe par terre, pleure, hurle. La vérité est trop lourde. Il rentre chez lui, le carnet dans la tête. Il ne peut plus regarder ses affaires, sa voiture, ses habits. Tout ça, c'est le prix de sa mère. Il murmure, pardon, maman, pardon, mais elle ne répond pas, elle est partie. Il comprend qu'il a vendu son amour pour des choses qui brillent. La culpabilité le dévore. Il ne sait pas encore que ça ne s'arrête pas là, que ce pacte qu'il a fait va le détruire. Pour l'instant, il est à terre, brisé par ce qu'il a découvert. Dès que Moussa apprend la vérité, tout s'effondre. Sa vie, qui brillait comme un rêve, devient un cauchemar. Un matin, il sort avec sa voiture neuve. Sur la route, un pneu éclate sans raison, et il finit dans un fossé. La voiture est cassée, lui s'en sort avec des bleus, mais il tremble. Le lendemain, il rentre chez lui et sent une odeur de brûlé. Son appartement est en feu. Les flammes mangent tout, ses vêtements, ses meubles, ses rêves. Les voisins crient, appellent les pompiers, mais il reste là, à regarder, immobile. Puis l'argent disparaît. Il va à la banque, mais son compte est vide. Erreur du système, disent-ils, mais il sait que ce n'est pas ça. Tout ce qu'il a gagné s'envole, comme de la fumée. Il va voir Monsieur Damba, désespéré. « Qu'est-ce qui se passe ?» crie-t-il. Damba le regarde, glacial, « Tu as brisé le pacte. Tu as regretté. Ça ne pardonne pas. » Moussa ne comprend pas tout, mais il sent que c'est fini. Il a voulu la richesse, il l'a eue, mais maintenant qu'il sait le prix, il ne la veut plus. Et ça, le pacte ne l'accepte pas. Il perd la tête petit à petit. Il erre dans les rues, les habits sales, les cheveux en désordre. Les gens qu'il admirait avant le fuient maintenant. Il est maudit, murmurent certains. Il parle tout seul, répète, maman, pardon, il dort dehors, sur des cartons, sous la pluie. Il revoit sa mère dans chaque coin sombre, mais elle ne lui sourit plus. Il devient une ombre, un fou que les enfants évitent. Sa chute est rapide et brutale. En quelques semaines, il n'a plus rien, pas de maison, pas d'argent, pas d'amis. Il mange ce qu'il trouve, mendie parfois, mais ses yeux sont vides. Il pense à sa vie d'avant, à la petite maison en terre, au rire avec sa mère. Il donnerait tout pour revenir en arrière, mais c'est impossible. Il a tout perdu parce qu'il a voulu trop, trop vite. Un soir, assis contre un mur, il pleure. Il regarde ses mains sales et se dit,
je suis pire qu'avant. La richesse l'a élevé haut, puis l'a laissé tomber encore plus bas. Il ne sait pas encore qu'un espoir viendra, mais pour l'instant, il est au fond du trou, détruit par son propre choix. Le quartier continue sans lui, les gens vivent, rient, travaillent. Lui, il est seul, prisonnier de ses regrets et de sa folie. Moussa est au bout de ses forces. Il erre depuis des jours, maigre, sale, les yeux perdus. Un matin, un homme le trouve près d'une poubelle, à moitié endormi. C'est un pasteur, un vieil homme avec une voix douce. Il lui tend la main. « Viens, mon fils, tu ne peux pas rester comme ça. » Moussa le suit, sans force pour refuser. Le pasteur le lave, lui donne à manger, l'écoute. Et là, tout sort. Moussa raconte tout, sa mère, le rituel, Monsieur d'en bas, la richesse, la chute. Il pleure, tombe à genoux, « J'ai tué ma mère pour de l'argent. » Le pasteur ne le juge pas. Il dit, « Tu as fait une erreur, mais tu peux encore changer. » Il l'emmène au cimetière, là où maman Fanta est enterrée. Moussa regarde la tombe, une simple pierre avec son nom. Il s'écroule, touche la terre, et crie, « Maman, pardon. Pardon. » Il pleure comme un enfant, les épaules qui tremblent. Il revoit son sourire, sa voix, ses sacrifices. Il comprend qu'elle était tout pour lui, et qu'il l'a trahi sans savoir. Il reste là des heures, à parler à la tombe. Il promet, « Je vais réparer, maman. Je vais dire aux autres de ne pas faire comme moi. » Le pasteur le ramène chez lui donne un lit. Moussa dort enfin, sans cauchemar cette fois. Quand il se réveille, il a un but. Il décide de parler, de raconter son histoire. Il va dans le quartier, sur les marchés, près des écoles. Il dit aux jeunes, « Ne cherchez pas la richesse rapide. Ça coûte trop cher. Moi, j'ai perdu ma mère pour ça. » Les gens l'écoutent, certains moquent son allure de fou, mais d'autres comprennent. Il devient une voix, un avertissement. Il n'a plus rien, pas d'argent, pas de maison, mais il a une mission. Il vit simplement, aidé par le pasteur, et passe ses jours à témoigner. Il veut que son erreur serve à quelque chose, que la mort de sa mère ne soit pas inutile. Chaque fois qu'il passe devant sa tombe, il s'arrête. Il pose une fleur, murmure des excuses. Il sait qu'il ne peut pas effacer ce qu'il a fait, mais il peut essayer de racheter son âme, un peu. Il apprend à vivre avec sa douleur, à la transformer en leçon. Il n'est plus l'homme riche en costume, ni le garçon plein de rêves. Il est Moussa, celui qui a tout perdu pour comprendre ce qui compte vraiment. L'histoire de Moussa se répand dans le quartier, puis au-delà. Les gens en parlent autour des feux, dans les boutiques, sous les arbres. On dit, Moussa, il voulait être riche comme Monsieur d'en bas, et il a perdu sa mère. Certains le plaignent, d'autres le jugent. Mais tous retiennent la leçon. Moussa, lui, continue son chemin. Il est vieux avant l'âge, les cheveux gris, le visage marqué. Il marche lentement, parle aux jeunes, répète son message, le plus grand trésor, c'est l'amour de ceux qui vous aiment. Ne le sacrifiez pas pour des choses qui disparaissent. Il vit avec peu, dans une petite pièce que le pasteur lui prête. Il n'a plus de voiture, plus de costume, juste un pagne usé et des sandales. Mais il a la paix, une paix fragile, gagnée dans la douleur. Il pense à sa mère tous les jours. Il revoit ses yeux doux, sa bassine d'eau, et il sourit parfois, malgré les larmes. Il sait qu'il l'a perdue, mais il veut que son histoire sauve d'autres. La morale est simple, mais dure. Moussa a appris que l'argent, les voitures, les maisons, tout ça peut partir en un instant. Mais l'amour d'une mère, d'un père, d'un ami, c'est rare, précieux, et une fois perdu, on ne le retrouve jamais. Il dit souvent, « J'ai compris trop tard. » Vous, ne faites pas comme moi. Les jeunes l'écoutent, certains hochent la tête, d'autres rigolent. Mais la graine est plantée. Dans le quartier, Monsieur d'en bas est toujours là, avec ses voitures et ses mystères. Mais les gens le regardent différemment maintenant.
L'histoire de Moussa a ouvert des yeux. On se méfie de la richesse qui tombe du ciel. La vie continue, les femmes vendent, les enfants jouent, le soleil tape fort. Moussa, lui, reste une ombre qui parle, un homme brisé mais utile. Il finit ses jours ainsi, sans gloire, sans richesse, mais avec un cœur qui bat pour une cause. Il meurt un soir, doucement, près de la tombe de sa mère. On l'enterre simplement, et son nom reste dans les mémoires comme une leçon vivante. L'histoire dit, méfie-toi des rêves trop brillants, ils cachent souvent des pièges. Et quand tu perds ce qui compte vraiment, aucun argent ne peut le ramener. Moussa l'a appris dans les larmes, et il l'a donné au monde pour qu'on n'oublie pas. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines histoires.